Merci. Alors, je m'associe aux remerciements qui ont été faits en début de journée. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité, de leur accueil, de leur bienveillance dans les préparations de cette présentation. Alors, je ne sais pas si je vais relever le challenge de parler des enjeux stratégiques et tactiques, parce qu'en fait, moi, je ne suis pas dans le concept, je ne suis pas dans les milieu de la stratégie en santé, mais bien un acteur de terrain. Et je me retrouvais bien dans cette petite image que j'ai trouvée en illustration de la résilience, qui est cette petite plante dans une ville qui pousse malgré tout, alors que ce n'est pas son milieu. Et donc, alors, comme Patrick l'a fait, j'ai été regarder et lire ce qu'on disait sur les situations d'adversité, et en particulier ce qui concerne le mal-être au travail et les causes qu'on admet généralement. Donc le mal-être au travail, c'est l'inquiétude sur sa condition de travail ou son avenir dans son travail. C'est souvent en lien avec le contexte dans lequel on agit et surtout le relationnel au sein des équipes, puisqu'il s'agit des équipes de santé, avec une dégradation parfois des relations de travail qui peuvent engendrer de la perte de repères et aussi un sentiment d'instabilité qui est dû au contexte qui a été déjà bien identifié dans les présentations précédentes. C'est souvent aussi des causes qui sont dues aux mutations, j'essaierai de les illustrer tout à l'heure, avec à la fois un enjeu de recherche de performance, avec en même temps une mise sous pression de tous les acteurs, avec aussi des dispositifs qui se mettent en place dans notre système de santé qui génèrent de l'isolement. L'isolement des professionnels à le titre individuel, mais aussi l'isolement de certaines équipes. Je pense à cette histoire de chasse des temps morts. Vous savez, tous ces espaces d'échanges informels dont on a aussi parlé tout à l'heure, mais aussi tout ce qu'on voit apparaître. Alors, je ne sais pas si c'est le cas au Québec, ça fera partie des discussions, j'espère, la sous-traitance, l'intérim en France, ce qu'on a appelé les mercenaires de la santé, les nouveaux outils de communication qui peuvent être d'un apport formidable, et on vient de le voir aujourd'hui. Le télétravail aussi, qui peut être une opportunité, mais qui peut aussi engendrer des situations de détérioration de la qualité de vie au travail et de l'isolement. Puis, alors, c'est encore, je le répète, le plus gros problème, c'est sûrement la perte de sens de ce que l'on fait et le manque de reconnaissance qui est souvent une des causes de mal-être au travail. Alors, j'ai été à une session de la Convention Unicancer et c'est vrai qu'on a eu l'occasion en fait de voir le contexte dans lequel on se situait, et les acteurs et les professionnels de santé sont dans une société, tout simplement. Et donc, ils interviennent dans cette société, c'est nos données de contexte, au vieillissement de la population, à l'augmentation des maladies chroniques, à ces exigences nouvelles. J'ai beaucoup apprécié les interventions précédentes sur ce sujet, des personnes malades, parce que ce sont des exigences positives, une meilleure information, plus d'autonomie de décision, une meilleure prise en compte de la globalité. En cancérologie, longtemps, et ça a été dit par Patrick aussi en introduction, on a soigné la maladie. Et on commence tout juste à prendre en compte la globalité. J'exagère peut-être un petit peu, mais c'est pour forcer le trait de l'exigence. Alors, quand on regarde ce qui se passe comme données de contexte aussi, pour revenir à nos hôpitaux, en même temps que cette diminution du nombre de soignants, on a une réduction des lits d'hospitalisation, ce virage ambulatoire qui n'est pas facile parce que ça demande à travailler avec des acteurs sur lesquels il y a une difficulté, il y a une difficulté de partage de culture même. Il y a aussi dans le contexte les nouvelles thérapies et la prise en charge globale.
Je voulais aussi, parce que j'ai été frappée toujours hein, par la prégnance de cette convention, parler de ce que rencontrent les établissements en termes de difficultés de recrutement. C'est donc une enquête qui a été faite, alors pas par Unicancer, mais par la Fédération hospitalière de France, qui est l'organisation des établissements publics. On a posé la question au DRH, est-ce qu'aujourd'hui vous rencontrez des difficultés de recrutement? Ben, la réponse est oui, une très grosse majorité. Et quelles conséquences ça a? Eh ben, la conséquence, ben, c'est tous les facteurs qui viennent se surajouter au fait d'avoir peu de professionnels, ben, ça retombe sur les autres avec la fatigue des équipes, la hausse du nombre d'heures supplémentaires, le recours à l'intérim et la fermeture temporaire des lits, qui sont toutes des situations qu'on peut qualifier d'adversité. On est d'accord. Alors, on réagit à tout ça. Même si on prend en compte les exemples de situations d'adversité telles qu'elles sont vécues aujourd'hui en cancérologie, comme la crise que je viens de décrire du secteur de la santé avec les absentéismes, les départs, le poids sur ce qui reste. On a aussi quand même dans cette pathologie cette incertitude dans la décision médicale et soignante, comme dans beaucoup de situations de risque en santé, avec l'apport de la perte de chance pour le malade qu'on a en charge, les événements indésirables graves qui peuvent être consécutifs au fait que voilà, on est surchargé de travail, on n'est pas à son meilleur, à sa meilleure disponibilité. C'est aussi les situations de stress partagé avec l'annonce d'une mauvaise nouvelle à un patient, à une famille, des directives, j'allais dire gouvernementales, mais non, même les directives anticipées sur lesquelles on est tous d'accord, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre au quotidien. Et puis, toutes ces prises en charge difficiles qu'on connaît en cancérologie, qui sont les arrêts de traitement, l'obstination déraisonnable, souvent vécus par les équipes comme des moments extrêmement compliqués, et le conflit au sein des équipes, ou les conflits entre soignants et familles et patients. Alors, j'ai essayé de savoir ce que c'était que les enjeux stratégiques dans ce domaine, et donc je me dis que ça peut être quand même de rester dans la qualité des soins malgré cette adversité, de continuer à travailler à la qualité de l'organisation de ces soins, à leur équité d'accès, parce que c'est très important. Alors, moi, je viens d'une région qui est énorme, où les distances sont importantes, où le terrain est accidenté. C'est pas du plat, hein, on ne parle pas en région Auvergne-Rhône-Alpes de nombre de kilomètres, mais d'heures de voiture. Donc, que ce soit pour des professionnels qui vont faire des consultations avancées ou pour des patients et des familles qui doivent y aller. Donc, de qualité de vie au travail des soignants, puisque c'est le sujet qu'on m'a demandé de traiter. Et les enjeux tactiques, je ne sais pas s'ils sont tactiques, mais en tout cas pour moi, il y a un principe fondamental qui a gouverné toute ma vie, c'est de faire confiance à l'intelligence collective. Tous les jours, si Christelle m'avait demandé qu'est-ce qui me fait me lever le matin, elle ne l'a pas fait, hein, je lui en veux. Moi, c'est tous les matins, ce qui me fascine, c'est de savoir qu'à la fin de la journée, je vais, avec un groupe de travail, aboutir à quelque chose qui va faire avancer le schmilblick. Je ne sais pas si le schmilblick, ça vous dit quelque chose. C'est très français. C'était un jeu télévisé qui définit mon âge. Alors, l'intelligence collective, c'est aussi, c'est pas que le discours. Je vais vous parler tout à l'heure d'une méthode qui est la démarche participative. On peut avoir plein de gens qui vont utiliser cette terminologie, mais concrètement, ça ne va pas être la réalité de la mise en œuvre. Donc, c'est vraiment mettre en place les conditions de l'expression de cette intelligence collective. Il faut lui faire confiance et il faut lui donner les moyens de s'exprimer. Je crois que les illustrations qui ont été présentées avant mon intervention sont frappantes de ce point de vue-là. Il faut travailler sur la méthode et l'organisation. Il faut définir une règle, parce qu'il faut des règles dans notre façon de travailler, mais il faut
les respecter, et en particulier ceux qui sont les leaders doivent les respecter. Et donc la démarche participative que je vais vous proposer de présenter, puis quelques exemples à la fois historiques mais aussi tout récents, c'est de vous montrer qu'en fait c'est une méthode qui travaille sur le leadership. On en a besoin, c'est très important. Et bien sûr que ces leaders aient des méthodes de management adéquates pour pouvoir avoir les organisations qu'on souhaite et en particulier celles qui se mettent en place quand on est en situation d'adversité. Alors la démarche participative, moi j'ai la chance dans ma vie de piloter un réseau régional de cancérologie qui est à l'initiative des professionnels, et j'ai la chance aussi de participer à une association professionnelle qui a défini la démarche participative. Alors moi, je n'étais pas à l'origine, je n'ai fait que monter dans le train. Celui qui est à l'origine, c'est celui que vous voyez en photo en bas de l'écran, qui est le professeur Philippe Colomba, qui est un oncohématologue de Tours, que certains d'entre vous connaissent très certainement, et qui a mis en place cette méthode de travail et de contribution collective à la vie d'un service dans une situation d'adversité qui était tout simplement, il y a une trentaine d'années maintenant, la prise en charge dans un service d'oncohématologie. Un certain nombre de publications ont été faites aussi dans le domaine de l'oncopédiatrie, qui génère aussi des situations. Alors, ce n'est pas des situations de crise, mais c'est des situations au quotidien qui peuvent être des situations où la démarche participative a toute sa place. Alors, je vous ai mis là une publication scientifique, une monographie, un extrait d'un journal. Pourquoi? Parce qu'on fait un effort de communication colossal. 5 minutes. Ouf! Donc, sensibiliser, alors la démarche participative, ça consiste à sensibiliser et former les managers à l'importance de cette démarche-là, à ces méthodes, en mettant en place les temps et les espaces de concertation. Je pense que c'est très, très important. Ce ne sont pas des temps morts, ce ne sont pas des temps inutiles, qu'ils soient formels ou informels, ils sont importants. C'est l'expression de la pluralité. C'est donner le moyen de l'expression de la pluralité des points de vue. C'est une aide précieuse à la décision des managers, des responsables, et c'est un soutien apporté à l'ensemble de l'équipe pour restaurer cette estime de soi qu'on dit souvent individuelle, mais il y a aussi une estime de soi collective qui est à préserver. Alors, il y a plein de schémas ici, mais qui vont vous rappeler des choses, parce que en fait, c'est comment on joue réellement le jeu d'identifier collectivement les problèmes, d'expliciter le fonctionnement de manière très importante du contexte, de laisser place à la créativité dans un premier temps, ensuite de construire les hypothèses, d'opérer des choix collectivement, de prévoir la programmation de ce qu'on veut faire, d'évaluer et d'ajuster si besoin au cours de la démarche. Alors, ça ressemble beaucoup à une démarche projet. Juste vous rappeler que mon message, c'est le collectif. C'est de respecter la parole de tous, avec évidemment un moment où les leaders doivent prendre des décisions, parce que le collectif attend que les leaders prennent leurs responsabilités, prennent des décisions. Alors, je ne sais pas, Madame Tremblay, je pense que je ne pourrais pas, compte tenu du message de notre gardien du temps, présenter un bout du film Le travail soigné, mais vous avez le lien. Quand vous aurez la présentation, vous pourrez y aller et vous verrez la démarche participative en action dans un service de soins avec le point de vue, donc le regard croisé sur cette méthode par plusieurs membres d'une équipe. Alors, je pensais pouvoir vous illustrer quelques initiatives qui m'ont paru remarquables. L'exemple de la RCP qui a été évoqué par Patrick, l'exemple de la RCP, ses déclinaisons sur l'oncohématologie
et qui est le staff pluriprofessionnel, et puis un hôpital de jour d'annonce, mais je ne sais pas, je dois être à 1 minute là, donc je n'aurai pas le temps de vous présenter tout ça. Et ce que je vous propose, c'est de regarder plutôt la dernière diapositive, et je fais ce choix-là parce que j'ai entendu Catherine et ce qu'elle a dit sur le dispositif d'annonce, en fait l'annonce de la mauvaise nouvelle et cet état de sidération. Et en gros, dans la déclinaison qui est faite de ce dispositif d'annonce qui était très formaté cancer du sein et cancer du sein très localisé, chaque fois qu'on est dans une situation beaucoup plus complexe, et en particulier dans les cancers du sein métastatiques, il a fallu adapter ce dispositif issu du plan cancer pour plein de raisons. Pour plein de raisons qui sont entre la théorie du dispositif d'annonce qui est d'évaluer les caractéristiques de la patiente, de déterminer les traitements habituels, d'informer, de créer l'espace d'échange avec la personne, d'évaluer l'état psychologique de la patiente, de détecter les problèmes sociaux. En ce qui concerne les cancers du sein, je vous ai mis les photos de ces 4 collègues cancérologues de différents établissements français qui nous ont parlé de la triste réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de temps dans le dispositif d'annonce tel qu'il est défini dans le plan cancer pour un réel échange entre le médecin et la patiente. On en veut pour preuve, en fait, ce qui est dit par un collectif de patientes atteintes de cancer du sein métastatique, le collectif 1310, qui est un collectif très actif en France, qui dit qu'en réalité, on ne comprend pas bien les explications, mais c'est l'état de sidération, mais même dans le dispositif d'annonce, c'est difficile. Et en plus, on n'arrive jamais à parler des problèmes, et en particulier les problèmes sociaux graves qui sont rencontrés par ces patientes en matière de travail, de gestion de la famille. Donc le parcours n'est pas établi de façon systématique parce qu'on n'a pas le recours au référentiel de pratique sur des cas standards, on est obligé de faire du cas par cas. On n'a pas suffisamment de compétences autour de la malade et avec suffisamment de temps. Et donc ça génère, et je crois que c'est une situation d'adversité qui fait qu'on réagit. Donc, il y a une souffrance psychologique des patientes qui ne sont pas correctement prises en charge, en tout cas, on ne leur donne pas assez de temps. Et le corollaire, c'est l'insatisfaction et la souffrance psychologique des médecins. Et donc, ces 4 jeunes femmes ont décidé de travailler sur le sujet. Et donc, dans les situations d'adversité, on trouve toujours des ressorts. Et c'est pour ça que j'ai commencé par des aspects plutôt négatifs. Je voudrais terminer par des aspects excessivement, j'espère, positifs. C'est qu'elles ont regardé ce qui pouvait être fait en hôpital de jour, et donc elles ont mis en place le concept de l'hôpital de jour en deux sessions, avec une première étape qui ressemble beaucoup à notre dispositif d'annonce, mais une deuxième étape qui est comment on peut aussi faire travailler toute l'équipe autour de la malade et donc évaluer non seulement les besoins en soins de support, mais commencer à travailler l'encoréhabilitation. Et je regarde Sophie parce que Sophie peut être intéressée par le sujet, mais j'imagine qu'elle en a déjà entendu parler, c'est que derrière ça, il y avait aussi un problème de financement. Une consultation du dispositif d'annonce, il y a un financement, mais qui ne permet pas d'avoir pour la malade tous ces services et cette disponibilité, puisque vous voyez, ça a été timé, pardon, hein, le temps a été calculé, je dois faire attention à la façon dont je parle, et vous voyez qu'il y a un peu plus de temps consacré à la malade par des professionnels de toute une équipe. Alors, je vous ai dit qu'on faisait un effort colossal de communication. On fait aussi des formations des managers avec des sessions de sensibilisation à la démarche participative et puis des formats aussi qui sont un peu plus longs pour les managers. Alors, ce que j'appelle les managers, c'est vraiment les managers de proximité. C'est le chef de service d'un hôpital et le cadre de santé. C'est eux qui vont être finalement
les personnes qui vont pouvoir modifier un petit peu la manière dont on travaille collectivement et s'engager auprès de leurs équipes pour le faire. Alors on a aussi un congrès, pour ceux que ça intéresse, ça va être le 9 et le 10 mars. Je profite, Madame Tremblay, pour faire un peu de pub. Le congrès d'Akavi, et donc je vous ai mis le lien sur le film. Alors, je voulais juste vous dire que ce dont je vous ai parlé, la démarche participative, est maintenant intégrée et obligatoire. Pardon, hein, mais c'est... Parfois, en France, il faut passer par là. C'est-à-dire qu'à un moment, un dispositif, quand il fonctionne et qu'il fait la preuve de son intérêt, ben, il est mis dans la loi. Et donc, ça a été mis dans la loi Clarisse de gouverner finalement les services, de piloter les services avec le management participatif. Et je vais vous remercier de votre attention. Je n'ai pas fait toute la présentation que j'avais programmée, mais vous dire en fait que la démarche participative, on n'est pas des doux rêveurs, on est quand même des gens qui ont les pieds dans la glaise. Et là, vous avez toutes les associations professionnelles et toutes les sociétés savantes qui se sont engagées à former des formateurs, c'est-à-dire à chaque fois un binôme de médecins et de cadres de santé qui vont aller faire leur mission à l'intérieur de leur spécialité, puisque vous voyez là, il y a des spécialités qui ne sont pas celles de la cancérologie uniquement, hein. Il y a la médecine du travail, il y a la psychologie, il y a les médecins MPR, donc médecine physique et de réadaptation, enfin différentes sociétés savantes qui sont engagées dans ce processus de démarche participative. Dans les annexes, je vous ai mis aussi les études d'impact pour que vous mesuriez qu'on ne se départit pas de notre volonté de montrer que ce qu'on fait a un réel impact sur l'organisation. Et je vous remercie.